Alors bonjour, bienvenue à ce 11e cours de littérature française du Moyen Âge à la Renaissance consacré à Rabelais et à la Reine de Navarre. C'est intitulé en fait officiellement autour de Rabelais et de la Reine de Navarre, mais on n'aura pas le temps vraiment de s'étendre aux circonstances entourant leur vie, leur pratique. Quelques éléments peut-être avec Marie-Ève de Navarre, parce que ça va nous amener à parler de Clément Marot qui était à sa cour. Mais pour Rabelais, on devra se contenter du Pantagruel dont il nous faut parler parce que vous avez bien sûr une dissertation à faire là-dessus. Donc, on essaie de concentrer notre propos, on ne débordera pas trop. Originellement, je voulais vous parler de d'autres personnages là, en lien avec Rabelais, mais j'ai décidé de me borner à un cadre plus restreint, surtout que la semaine dernière, j'ai un petit peu abusé de votre patience. Alors, je commence par partager avec vous le PowerPoint du jour. Et voilà, vous avez autour de Rabelais et de la Reine de Navarre le sommaire, donc l'œuvre de Rabelais. Et quand je dis œuvre de Rabelais, il ne s'agit pas de parler de l'œuvre au complet, tellement que du Pantagruel, parce que la semaine dernière, on a fait une petite présentation très, très brève. On pourrait y consacrer un cours au complet sur Rabelais. On pourrait passer 15 semaines à en parler, puis on n'aurait même pas fait le tour de la question. Alors, on va l'aborder de façon très superficielle, mais suffisante néanmoins pour répondre aux questions qui vous ont été posées pour la dissertation. Samuel, vous avez levé la main? Excusez, j'ai juste remarqué quelque chose. Vous dites du Pantagruel, mais Pantagruel, c'est pas son prénom, c'est pas un prénom? Oui, Le le personnage, Pantagruel, j'en parle comme de l'œuvre ici, du roman du Pantagruel, dans ce sens-là. C'est le nom du personnage, mais c'est le nom du roman. Donc, on parle ah, du ok, ok. Gargantua, on parle du Pantagruel en se référant à l'œuvre. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Donc, l'œuvre de Rabelais, La Reine de Navarre ensuite, et il s'agit de Marguerite de Navarre, l'auteur de l'Heptaméron, entre autres choses, et aussi la sœur du roi François Ier. Alors, on l'a rencontré dans les cours précédents, lorsqu'il a été question de la défaite de François Ier à la bataille de Pavie. Vous savez, cette bataille où il a été fait prisonnier. Et c'est sa sœur, donc, qui était allée négocier la rançon, la libération, la reine de Navarre, Marguerite d'Angoulême, et elle a joué un rôle vraiment très important à la Renaissance dont il nous faut parler. Ensuite, et enfin, on va parler de l'œuvre de Clément Marot, un poète bigrement sympathique qui est l'auteur de plusieurs recueils, qui a à son compte quelques inventions poétiques tout à fait sympathiques. Et on aura l'occasion peut-être d'entendre une chanson polyphonique, une adaptation polyphonique contemporaine de Clément Marot, d'un blason qu'il a composé. Alors, je ne vous en dis pas plus long pour l'instant, on y arrivera bien assez tôt. Alors, on commence par revenir sur Rabelais et on va finir avec ça, puis je vais essayer à travers ma présentation de répondre un peu aux questions qui ont été proposées, c'est-à-dire celles qui avaient égard aux excès chez Rabelais, et l'autre qui concerne plus spécifiquement la lettre de Gargantua à Pantagruel, bien que celle-ci soit assez évidente. Hein. C'est la question peut-être la plus facile, celle qui ne vous demande pas de parcourir le roman d'un bout à l'autre, mais l'autre n'est pas sans mérite non plus. Alors, on regarde ça ensemble. Avec la première diapositive, d'abord, les livres de Rabelais s'apparentent à bien des égards à une saga romanesque. Quand on regarde l'ensemble de la production, c'est 5 livres finalement qu'il a consacrés à la geste gigantesque. Mais en fait, c'est une composition qui défie toute classification. On ne peut pas vraiment dire simplement que c'est une parodie des romans de chevalerie et se borner à ça parce que c'est ça, oui, mais c'est beaucoup plus que ça encore. C'est une œuvre vraiment polymorphe qui a divisé la critique depuis longtemps, qui demeure partagée entre deux interprétations d'abord. Pour certains, l'œuvre serait une grosse farce avec pour seule visée de divertir. Il s'agit de faire rire sans autre prétention. Il ne s'agit pas de faire passer des messages, de critiquer, de s'en prendre à la Sorbonne, au clergé ou quoi que ce soit. Non, non, il faut voir ça comme un divertissement. On lit ça pour rire et c'est dans cet esprit-là que Rabelais l'aurait composé. Pour d'autres, et ils sont nombreux, elle serait porteuse de messages philosophiques et religieux subversifs. Et là, ça accréditerait pourquoi la Sorbonne a tant résisté, a tant cherché à faire interdire ses livres, a tant persécuté Rabelais. C'est parce qu'on y voyait quelque chose de
dangereux, finalement. Un livre porteur d'un discours idéologique là, à rebours des valeurs de la chrétienté. Alors, c'est tout à fait défendable pour l'une comme pour l'autre des interprétations, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a là-dedans des choses qui prêtent à rire, on voit bien qu'il y a un esprit farcesque, on voit bien qu'il y a quelque chose dans le rire rabelaisien qui est là essentiellement pour nous amuser. Mais aussi, on ne peut pas nier qu'il y a certains discours qui semblent traverser l'œuvre, certaines critiques vis-à-vis du clergé. On pense aux papines, aux idolâtres, à tous ces personnages qui sont présentés sous des traits assez peu reluisants, merci. Et difficile de penser que c'est gratuit, que c'est sans raison, qu'il n'y a pas d'arrière-pensée là-dedans. On sent très bien, en tout cas quand on fréquente l'œuvre un tant soit peu, qu'il y a une charge satirique et qui n'est pas tout à fait innocente. Alors, Rabelais était constamment en danger face à des puissances opposantes, dont ceux de la Sorbonne, bien sûr, qui condamnaient explicitement ses œuvres pour les idées religieuses et politiques qu'elles exprimaient, parce qu'il y a quand même des idées derrière cette immense farce. Alors, on va d'abord regarder dans quel contexte c'est composé. Alors, comment est-ce qu'il arrive avec cette idée-là d'une geste gigantale autour du personnage de Gargantua, dont on a dit déjà qu'il existait, c'est pas lui qui l'a inventé. Gargantua, son fils Pantagruel et tous les autres, comment est-ce qu'il en vient à développer cette idée? Ça commence dans le contexte du progrès de l'alphabétisation. En 1532, l'alphabétisation n'est plus l'apanage exclusif des aristocrates et on retrouve de plus en plus de personnes très instruites dans toutes les couches sociales. Alors, il y a un public, il y a un lectorat tout d'un coup disponible pour ce genre d'expérimentation littéraire. Le marché principal était en fait la classe marchande montante, de plus en plus argentée et de plus en plus éduquée, de plus en plus lettrée. Et les fictions populaires se vendaient comme des petits pains chauds auprès de ce public-là. C'était souvent des histoires, des livres composés d'épopées, de romances médiévales avec des chevaliers, des demoiselles en détresse, des géants, de la magie et aussi du sexe parfois parce qu'il y avait des éléments érotiques, voire pornographiques qui permettaient de vendre beaucoup de copies déjà à l'époque. Alors ça, c'était ce qu'on recherchait. Et Rabelais n'est pas inconscient du potentiel économique, en fait, si on veut, du succès potentiel là, que ça peut représenter d'aller travailler, publier dans ces eaux-là. Ces genres étaient si populaires, en fait, qu'ils étaient déjà parodiés. Alors, il y avait à l'époque, en 1532, déjà des parodies de ces romans de chevalerie, ces histoires de magie, de toutes sortes, demoiselles en détresse et autres. Alors, les acheteurs potentiels étaient gagnés d'avance à l'idée d'une geste gigantale, mais ce que Rabelais va leur proposer ne correspond pas nécessairement à leurs attentes. C'est-à-dire que on pourrait s'imaginer en lisant ça qu'il va être question d'un géant comme dans les chroniques de Gargantua, mais ce n'est pas exactement la même chose que Rabelais se propose de faire. On n'est pas dans le même esprit que celui qui présidait à la composition de ces autres compositions, en fait, ces autres ouvrages. Et la satire prend un tour particulier. Alors, la satire est un mode d'expression qui utilise le ridicule pour diminuer son sujet. Vous aurez reconnu ici un visage familier. C'est une illustration de Gustave Doré, une gravure de Gustave Doré à laquelle on a ajouté la tête d'un certain Donald Trump. C'est pour vous montrer que la satire est un mode d'expression verbale, mais aussi visuelle. On peut faire des satires aussi avec des images qui utilisent le ridicule pour diminuer son sujet. Ici, c'est pour diminuer Donald Trump, qui n'en a pas besoin vraiment parce qu'il est parfaitement capable de le faire tout seul. L'intention est souvent de se moquer de l'absurdité, de la prétention, de la dégénérescence des objets représentés, généralement liés à la société contemporaine. Alors souvent, la satire va porter sur l'époque actuelle, l'époque dans laquelle s'inscrit l'œuvre. Et la parodie est une forme de satire qui imite une autre œuvre d'art, comme un sonnet par exemple ou un roman, pour la tourner au ridicule.
Alors, on l'a dit déjà, le personnage de Gargantua vient du folklore, d'une tradition orale passée à l'écrit dans les chroniques de Gargantua. C'est un ensemble anonyme de textes, de récits à la fois épiques et comiques publiés autour de ces années-là, diffusés par colportage dans les foires. Alors, il faut s'imaginer qu'on va vendre comme ça des livres dans des foires, l'équivalent, si on veut, de la Renaissance, à la Renaissance du Salon du Livre, des salons du livre qu'on connaît aujourd'hui, et où on vend à la criée parfois des livres comme ça, en comptant sur le succès de ces histoires, de ces contes médiévaux qui sont bien connus du public et bien appréciés. Alors, c'est diffusé par colportage et ça narrait, en tout cas, l'histoire des chroniques de Gargantua, l'histoire donc d'un bon géant au service du roi Arthur. Parce qu'au départ, Gargantua, dans les chroniques en tout cas, n'est pas un géant issu d'une longue tradition qui remonte jusqu'à Adam et Ève, là, comme c'est la généalogie que va en faire Rabelais dans Pantagruel. Il est en fait une créature du roi, pas du roi, mais du sorcier Merlin. Alors, c'est une histoire un peu différente, mais c'est associé donc à la cour d'Arthur. On est dans le motif des romans de chevalerie. Alors, c'est un univers familier et qui vraiment a beaucoup de succès auprès du public. Dans Pantagruel, qui paraît en 1532, Rabelais se référait donc explicitement à cette littérature populaire en voulant donner en quelque sorte une suite aux chroniques de Gargantua, en même temps qu'un fils à Gargantua, parce qu'il n'y avait pas dans les chroniques de mention de ce fils. Il n'existait pas dans les chroniques. Alors, il invente comme ça une espèce de suite qui, en fait, n'en est pas une exactement, là, une libre adaptation, un spin-off, on dirait aujourd'hui. Ce fils, c'est donc lui qui l'introduit pour la première fois. Lorsque 2 ans plus tard, l'auteur va entreprendre d'écrire cette fois l'histoire du père, c'est pour en faire vraiment son personnage. Le legs des chroniques est moins visible dans cette histoire que dans le Pantagruel. Un autre élément dont il faut parler, c'est la dimension carnavalesque de l'œuvre. Alors, le personnage de Gargantua vient du folklore, c'est ce que je dis à l'instant, d'une tradition orale passée à l'écrit dans les chroniques de Gargantua. Et là, vous avez la page frontispice d'une de ces chroniques, enfin, d'un de ces volumes de chroniques qui se vendaient donc dans les foires. Alors, ça ressemblait à ça. Alors, les gens étaient interpellés par l'image déjà, le titre et tout. C'était une forme assez séduisante et ça se vendait à un prix assez abordable. Alors, Carnaval donc et Renaissance, c'est le prochain point. Rabelais utilise dans la trame narrative des chroniques, il reprend la trame narrative des chroniques il va suivre le schéma traditionnel des romans arthuriens où on parlait d'abord de la naissance, de l'enfance, des voyages, des exploits guerriers. Alors, c'est un peu la même chose qu'il fait dans Pantagruel. Il est question des enfances Pantagruel, de sa naissance aussi assez fantastique et qui a coûté la vie à sa mère. Ses voyages, son apprentissage, ses exploits éventuellement au cours de la guerre qu'il va mener contre les Dipsodes. Il utilise en amplifiant le comique du corps monstrueux dans le registre de l'alimentaire surtout, où il est abondamment question de nourriture. On va parler de l'allaitement de Pantagruel au début du roman et c'est assez singulier. On lui apporte des vaches et il utilise les vaches directement pour boire son lait. Et il lui arrive parfois, à l'occasion, on va le prendre en flagrant délit, de croquer aussi un morceau de la vache, ce qui est contre-productif si on veut pouvoir poursuivre l'allaitement. Alors, on joue beaucoup sur ce comique-là, du corps énorme, il est question abondamment donc de nourriture au départ, en tout cas certainement, d'excréments aussi. Ce sont des expédients qu'on va retrouver chez Gargantua à plusieurs reprises. Alors, il y a une espèce de complaisance dans la scatologie à certains passages, là, à certains égards, et ça en fait rire certains et d'autres trouvent ça plutôt grossier. Samuel demande s'il se moquait des gros. Non, plutôt des géants, effectivement, dit Mégane, et elle a raison. Il ne s'agit pas de rire des gros. De toute façon, ce n'était pas stigmatisé à l'époque. On n'avait pas
de préjugés défavorables vis-à-vis l'embonpoint. Au contraire, c'était un signe de santé. Et notamment, les femmes potelées étaient présentées comme les plus belles. Si vous regardez les toiles de la Renaissance, souvent les femmes sont assez enrobées, ont des belles courbes, et c'est une célébration du corps féminin dans sa plénitude. Ça n'a rien à voir avec le rapport malsain au corps qu'on entretient aujourd'hui. C'était vraiment autre chose. Donc, pas de stigmatisation des gros. Les géants fascinent. On croit pour certains qu'ils existent et on s'imagine qu'on pourrait un jour en rencontrer. Alors, il y a des gens qui sont prêts à embarquer dans ça, puis y croire, y prêter foi un temps soit peu. Alors, la satire utilise les procédés du carnaval chez Rabelais. Ces fêtes qu'on organisait au Moyen Âge, notamment, où il y avait un renversement qui s'opérait dans la société, où on allait nommer, par exemple, un roi des sots et une mère sotte qui allaient, à cette occasion, être les dirigeants. Symboliquement, en tout cas, on leur donnait ce titre-là. C'est eux qui décidaient de tout et on procédait à un renversement. Les rois et les membres du clergé étaient moqués. Alors, il y avait renversement de la hiérarchie qui était toléré parce que c'est un exutoire, ça permettait aux gens de ventiler. On peut dire à peu près n'importe quoi sous couvert de carnaval. On pouvait critiquer les plus grands, on pouvait les ridiculiser et personne ne s'en offusquait parce que c'était dans l'esprit du jeu. Et ça faisait partie de cet esprit de défoulement, donc, qui permettait à la société parfois de respirer un peu. Alors, il y a ce genre de renversement qui s'opère souvent chez Pantagruel et chez Rabelais en général. Et Michael Bakhtin a consacré un ouvrage, une monographie justement à ce sujet, le carnavalesque dans l'œuvre de François Rabelais, qui vaut la peine d'être lu. C'est très, très riche et ça vient montrer la pertinence de ce genre de travail, d'études pour la littérature. Alors, on voit qu'il y a moyen d'écrire des choses vraiment pertinentes et Michael Bakhtin n'en est pas à sa première illustration. Le haut devient le bas, notamment dans le séjour en enfer d'Épistémon. Si vous vous souvenez, à la fin, un des épisodes les plus truculents, les plus savoureux, nous amène avec Épistémon en enfer. Vous savez qu'Épistémon a été décapité accidentellement pendant le combat entre Pantagruel et le géant. C'est un loup. Loup-garou, oui, le géant loup-garou, voilà. Alors, ils se battent et accidentellement, Panurge, pas Panurge, mais Épistémon va être décapité. Et tout le monde s'en alarme, bien sûr. Pantagruel va entreprendre de remédier à la situation et avec un onguent fait à base d'excréments, va lui remettre la tête sur le cou. Et ça va être l'occasion pour Épistémon de dire ce qu'il a vu en enfer. Là, il nous raconte qu'il a rencontré les plus grands philosophes du temps passé, les grands personnages, et il y a eu une espèce de renversement parce que des gens comme Alexandre le Grand, par exemple, sont devenus des gens très modestes, obligés de travailler finalement, cependant que des gens au contraire modestes, comme le philosophe Diogène qui se promenait dans un baril et qui a passé la moitié de sa vie tout nu, était devenu un grand prince, là. Alors, tout est renversé dans cette représentation de l'enfer et c'est assez amusant de voir qui est nommé et quel sort on lui réserve. Et c'est un peu prévisible parce que, bien sûr, les plus grands sont ravalés au dernier niveau et les derniers sont les premiers. Alors, c'est dans cet esprit-là. Alors, vous avez un exemple parfait de l'esprit carnavalesque dans ce chapitre. Vous avez exagération du corps naturel. Le corps de géant est une figure du carnaval. On voit dans les défilés allégoriques parfois effectivement des grosses marionnettes qui représentent justement des géants et le corps même du géant a quelque chose de carnavalesque. Ce qui est normalement rabaissé devient l'essentiel. Tout est un peu exagéré. Vous avez les tenants de l'ordre ancien qui sont rabaissés, réduits à l'état de pantin, obscène, dont le corps et le langage sont également grotesques. Pensez par exemple au roi Anarche qui est à la fin capturé par Pantagruel au terme de la guerre en Utopie et qui va être puni en étant ravalé, rabaissé. Alors, on va en faire un crieur de sauce verte et on va le marier à une vieille prostituée. C'est Panurge qui fait ça. Alors, le roi Anarche se voit ravalé. Donc, les tenants de l'ordre ancien sont rabaissés. On en a une illustration ici assez claire.
Il y a aussi, dans les procédés carnavalesques, l'incohérence. Alors, on passe sans transition dans Pantagruel d'un lieu à l'autre, d'utopie en France, du comique de l'épopée gigantale à celui de la satire, et puis à des moments, à des choses très sérieuses, comme par exemple la lettre de Gargantua à Pantagruel, où on ne rit pas du tout. C'est un morceau très sérieux qui déroute parce qu'on est dans une grosse farce, et là, tout d'un coup, on parle de choses vraiment substantielles et ça détonne. Eh bien, c'est ça aussi le carnavalesque, c'est le droit et le plaisir de l'incohérence. C'est le droit à l'incohérence, on a le droit de ne pas être conséquent. Tantôt, vous allez avoir des scènes où Pantagruel est présenté comme un géant à proportion raisonnable et ailleurs, il est présenté comme carrément immense. À un moment donné, il pleut pour protéger ses troupes de la pluie. Il va tirer la langue et utiliser sa langue comme un parapluie. Le narrateur, Alcofribas Nazier, un anagramme de François Rabelais, se trouve incapable de trouver une place finalement et va monter dans la bouche de Pantagruel où il découvre un nouveau monde. Il y a là plein de choses, des gens qui vivent, il y a des villes plus grandes que Lyon, Orléans réunis, et il va séjourner comme ça dans la bouche du géant sans croire ses yeux. Alors là, il y a une incohérence grave parce qu'on nous le représente tantôt marchant à côté des uns et des autres au milieu de la ville de Paris. Alors, il ne peut pas, par exemple, marcher dans la ville de Paris et contenir dans sa bouche l'équivalent de deux villes qui, au total, sont plus grandes que Paris, là, ensemble. Alors, il y a une incohérence grave et si on s'arrête à ça, on dit, mais non, ça ne marche pas, c'est n'importe quoi. Mais non, il ne faut pas s'arrêter à ça, justement. C'est permis. On peut dire des falaises, on peut dire n'importe quoi. On peut jouer de cette incohérence-là. On peut jouir de cette incohérence-là, et c'est ce qui fait tout le sel, justement, de l'écriture de Rabelais. Cette ambiguïté fonde l'esthétique rabelaisienne. Alors, on passe en revue rapidement des thèmes qui sont importants dans le Pantagruel, mais qui sont aussi importants dans l'œuvre de Rabelais en général. Et d'abord, l'éducation. Rabelais va opposer un peu partout la barbarie du Moyen Âge à la pédagogie humaniste. On le voit assez nettement à travers la lettre de Gargantua à Pantagruel, mais on le voit aussi à travers la tournée des universités par Pantagruel. Alors, il y a là une quête du savoir initiatique. On songe à Pic de la Mirandole, qui a fait la même chose. Hein. Il s'était promené d'une université à l'autre pour finalement arriver à Paris, aboutir à Paris, qui était pour lui la capitale du savoir, et trouver là vraiment chaussure à son pied. Alors, c'est un peu ce que tente de faire, pas Panurge, mais Pantagruel. Il va traverser la France, aller à Montpellier, à Toulouse, un peu partout, à Paris, pour finalement chercher un endroit où la formation a du sens, parce que c'est encore très marqué par la scolastique, cet héritage du Moyen Âge qui lui semble plus ou moins satisfaisant. Et donc, son père se méfie par ailleurs parce qu'il a été formé, lui, à l'école médiévale, et ça s'est très, très mal passé, jusqu'à temps qu'on lui donne un précepteur pour le redresser et lui enseigner les principes humanistes. Gargantua a souffert de son éducation. Ça se passe un peu mieux pour Pantagruel, ça se passe un peu mieux pour lui, mais ce n'est pas non plus sans incohérence et sans difficulté. Il va étudier les arts libéraux, par exemple, il va apprendre à débattre et ça donne tout et n'importe quoi. Vous avez vu comment il va arbitrer une querelle entre Bescu et Humevant de façon assez ridicule. On n'a pas là un modèle de sagesse et de cohérence. Alors, on a l'impression qu'il y a encore peut-être des vestiges de l'enseignement médiéval et de son rapport particulier à la dialectique. Alors, je reviens à la lettre de Gargantua à Pantagruel parce que c'est le nœud de l'affaire. Quand on parle d'éducation, dans le Pantagruel, c'est le moment le plus important. Ces pages, parce que c'est plusieurs pages quand même, contiennent quelques formules qui sont autant d'aphorismes, de maximes de l'humanisme. Alors, quand on dit aphorisme, ce sont des petits condensés de sagesse et on pourrait découper la lettre comme ça en plusieurs citations qu'on pourrait extraire.
Et chaque fois, c'est des résumés, des condensés de sagesse de l'Antiquité, parfois tirés de la Bible, parfois tirés d'œuvres philosophiques. On se souvient du mot du sage, hein, quand on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme, que rien ne te soit inconnu, que je vois en toi un abîme de science. Ces deux impératifs catégoriques sont vraiment mis à l'avant-plan dans cette lettre. Et on a toute cette idée que le savoir sans la compréhension n'est que susceptible de détruire l'intelligence. Et la recherche sans éthique ne peut que détruire aussi la dignité humaine. Alors, ce sont des grandes idées qui sont portées par cette lettre. Rabelais pose donc la nécessité des lois morales pour encadrer la connaissance, sinon l'homme risque d'engendrer éventuellement sa propre destruction. Alors, on peut y voir au-delà là, du propos évident d'un père qui conseille son fils, qui l'admoneste, qui lui donne des directions, une critique quand même idéologique. Rabelais qui souligne la nécessité d'avoir des principes moraux pour encadrer la connaissance, sans quoi on peut perdre le contrôle assez rapidement. Alors, vous avez un autre motif important, le thème du corps, qui est fondamental, mais il s'agit moins du corps du géant que simplement du corps humain en général, envisagé dans toutes ses fonctions naturelles et à différents âges. Alors, il y a beaucoup d'éléments scatologiques, il y a beaucoup il y a beaucoup de questions d'urine, de merde, d'excréments et autres, et pas seulement en lien avec Pantagruel, mais aussi avec Panurge. Vraiment, ça fait très pipi-caca dans certains épisodes, mais ça fait partie des fonctions naturelles du corps et on ne peut pas y échapper. C'est le lot de l'humanité et de tout être vivant, en fait. Le rapport aux déchets et à la nourriture, etc., etc. Alors, il y a quelque chose là qui peut sembler un peu gamin, un peu complaisant, mais ça fait partie de l'humaine condition aussi. Alors, les chapitres de la petite enfance permettent la mise en perspective d'un débat qui suit au sujet de l'éducation. Au centre de ce débat, il y a la question de la dignité du corps, de ses besoins, de ses désirs, de ses appétits et même de sa sexualité aussi. Parce que c'est comme une revendication de ce que c'est que d'être homme. Un homme, ça fait ça aussi. Un homme, ça a des désirs, ça a des besoins naturels et ça ne sert à rien d'essayer de les cacher, de les taire, de les traiter comme quelque chose de sale, de vil, de honteux et tout. Ça fait partie de l'expérience humaine et on n'a pas à dissimuler ça, à s'en cacher d'aucune façon. Alors, il y a tout un rapport au savoir, à la connaissance aussi, capable de tout apprendre et de tout pratiquer. Le géant devient un symbole possible de l'homme de la Renaissance, corps et âme unis, un esprit saint dans un corps saint, qui est animé par cette soif de connaissance, de savoir, et c'est le cas de Gargantua, c'est le cas de Pantagruel aussi, qui veut toujours en apprendre. C'est pour ça qu'il fait la tournée des universités, c'est pour ça qu'il se montre curieux de tout. Et on se rend compte à un moment donné qu'il est ce personnage attentif qui est surtout à l'écoute des autres. Hein. Ce n'est pas lui qui mène le jeu la plupart du temps. C'est Panurge, ou en tout cas, il va jouer un rôle plus secondaire d'observateur, de sage dans le débat entre Bescu et Humven. C'est lui qui joue les arbitres. Ce n'est pas lui qui est toujours à l'avant-plan. C'est un drôle de protagoniste qui se met à l'écart devant les autres. Philippe, vous avez une question? Je me demandais comme ça si à l'époque, parce que souvent dans ces textes-là, quand on voit des gens qui font, mettons, le tour des universités, ça a l'air d'être des études beaucoup plus libres. Je me demandais si à l'époque, il y avait un système de diplomation comme aujourd'hui, plus officiel, ou si c'était plus, mettons, tu arrives là, peut-être tu étudies certains domaines un peu plus librement. Je ne saurais vous répondre précisément. Je sais qu'il y avait des titres qui étaient donnés, mais je ne sais pas si ça correspond vraiment à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait différents niveaux. Il y avait le collège, il y avait l'université. Et au terme de notre formation, on pouvait acquérir le titre, par exemple, de médecin, de juriste, d'avocat. Alors, j'imagine qu'il y avait quelque chose comme nos diplômes, là, mais quelle forme ça prenait, quel était le cursus, combien d'années ça pouvait durer, je ne saurais vous dire. On sait en tout cas certainement que Rabelais et bien d'autres, là, on fait la tournée comme ça
et souvent, ils n'allaient pas au bout de leur formation. Ils entreprenaient un programme d'études et puis ça ne leur convenait pas pour toutes sortes de raisons. Et puis, ils s'en allaient ailleurs, ils changeaient d'orientation. Mais j'imagine qu'il devait y avoir des formations, des cursus qui ressemblaient grosso modo à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Mais je peux creuser la question puis vous revenir là-dessus éventuellement. Alors, on a cette soif de créer qui est très forte, peut-être plus du côté de Gargantua que de Pantagruel, mais c'est un motif humaniste aussi. Cette soif de comprendre, les humanistes sont curieux de tout. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez Pantagruel. Quand il fait la connaissance de Panurge, il aurait pu laisser faire, hein, parce que Panurge se met à lui parler dans toutes sortes de dialectes. Il comprend que dalle, le pauvre Pantagruel, mais il insiste pour essayer de comprendre ce qu'il essaie de lui dire, de comprendre la communication, et on le voit attentif à plusieurs reprises à essayer de comprendre ce qui se passe dans le dialogue qui voit Panurge et Thomas s'affronter là, par signe. Pantagruel est le témoin attentif de ça aussi. Il essaie de comprendre ce qui se passe. Cette soif de comprendre, elle est partout. Cette soif de croire aussi, de trouver finalement sa voie parmi les discours très nombreux qui vont dans tous les sens. Alors, il y a une volonté aussi de trouver sa voie, et c'est quelque chose qui va animer les personnages jusque dans la fin de la saga, jusqu'au 5e livre, où ils vont chercher à consulter l'oracle de la dive bouteille pour enfin savoir la vérité, la réponse aux questions qui les turlupinent, et à commencer par celle de Panurge, faut-il ou non se marier? Alors, le comique chez Rabelais est omniprésent, et dans son prologue à Gargantua, il dit finalement que rire, c'est le propre de l'homme. Alors, par le passé, on disait, c'est Cicéron qui disait ça, je pense, le propre de l'homme, c'est la parole, c'est de pouvoir discourir. Et ça tombe sous le sens, parce que Cicéron est justement en train de nous proposer un traité de rhétorique, d'éloquence, et il nous dit que c'est ce qui nous démarque de la bête. Mais pour Rabelais, c'est pas ça qui nous démarque de la bête, c'est notre faculté intellectuelle à rire des choses, à rire du monde avec un certain recul. Et pour lui, c'est ce qui caractérise le mieux l'esprit humain. Rire est le propre de l'homme. C'est ce qu'il nous dit dans le Gargantua, à tout le moins. Alors, il y a une dimension parodique très, très nette chez Rabelais, parodie des genres littéraires connus du public qu'il vise, justement, parce que sa source d'inspiration est largement populaire. Alors, ce sont les romans de chevalerie que j'évoquais tout à l'heure. C'est aussi les chansons de geste. Il y a quelque chose de la geste aussi là-dedans, ces récits d'action là, historiques. Alors, c'est dans ce registre-là qu'on se situe d'abord. Il y a un comique de situation qui est omniprésent un peu partout. Il y a toutes sortes d'épisodes où, Panurge mène le bal avec des situations drôlatiques. Il va mettre des poux dans le cou des femmes, dans les chemises des femmes, et provoquer toutes sortes de scènes plus ou moins disgracieuses. Il y a toutes sortes de rebondissements comme ça, de comiques de situation. Il y a présence d'humour vulgaire et obscène. Il y a des propos graveleux sur le corps féminin, notamment. C'est pas toujours très propre, tout ça. C'est pas toujours dit avec élégance, mais ça fait partie du rire gras, du rire rabelaisien qui nous surprend et nous amuse. Parfois malgré nous, presque. Alors, je n'entrerai pas dans les détails, ça m'amènerait à citer plusieurs grivoiseries, mais vous en avez rencontré en cours de lecture. Il y a présence d'un humour savant, une satire humaniste, pourrait-on dire, qui se
dégage à partir de ce lexique recherché qu'on retrouve dans certains passages. Alors oui, il y a des trucs vulgaires, des passages obscènes, mais il y a des fois beaucoup de recherches au niveau du lexique. Un vocabulaire érudit, des termes très précis qui ont trait à la médecine éventuellement, à des lectures savantes, là, indéniables. Un goût pour les jeux de mots aussi qu'on remarque, les contributions du dialecte avec l'usage du latin et du grec, la contamination de différents styles, de différents genres. Alors, ça suppose un lecteur, pas un lecteur, mais un auteur extrêmement savant qui a fréquenté les anciens parce qu'il y a plein de références à Lucien, à des auteurs de l'Antiquité innombrables qu'on parodie ici, qu'on reprend, auxquels on fait des clins d'œil, et notamment dans ce fameux catalogue de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Victor, où on énumère un paquet de titres. Et là, on a l'impression que c'est un peu gratuit. Pourquoi cette énumération d'un catalogue qui n'existe probablement pas, ou s'il a existé, en tout cas, qui ne nous intéresse pas vraiment, parce que ces livres ne sont pas disponibles. Mais on se rend compte que c'est truffé de gags et de clins d'œil savants. Et j'ai des collègues qui ont consacré des études, des articles là-dessus, notamment Claude Lacharité, qui est un professeur à l'UQAR, professeur donc, de littérature de la Renaissance, probablement le plus grand savant canadien, là, je peux le dire sans gêne, et avec beaucoup d'admiration. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Je vous souhaite de le rencontrer, de l'entendre éventuellement. C'est le spécialiste canadien, voire international de Rabelais. Et il pourrait vous en parler très longuement de ce catalogue de l'abbaye de Saint-Victor. Il a travaillé là-dessus, il a consacré des études là-dessus. Et on voit là qu'il y a beaucoup plus que ce qui peut nous sembler au départ. Ça a l'air d'une énumération, d'une accumulation plus gratuite, mais c'est plein de sous-entendus très malins, très subtils et très amusants aussi. Alors, le thème dominant dans l'ensemble de l'œuvre, semble être le voyage. Il y a quelque chose de picaresque. On est toujours dans le déplacement dans un roman et puis dans l'autre, compris ce voyage comme une redécouverte de l'homme et du monde. Il s'agit de partir à l'aventure pour faire soi-même l'expérience du monde, qui n'est pas exactement comme on nous l'a présenté dans les livres ou à l'université. Et c'est quelque chose de très sain de se confronter, de se frotter à la réalité à un moment donné. Et Pantagruel l'a compris, et Gargantua l'a compris aussi. C'est important pour s'affranchir de la conception mortifère de l'ascétisme que nous a donné peut-être notre formation universitaire, notre formation par les ecclésiastiques, finalement, qui nous représentent le monde comme, finalement, étant en perdition, étant un abîme de malheur, de désespoir. Alors que, non, on peut avoir du plaisir, on peut voyager et s'amuser, puis on peut rencontrer des gens extraordinaires et on peut vivre une vie joyeuse. On n'est pas obligé de se repentir, de se flageller en attendant son salut. Il y a d'autres façons de passer sa vie que de se faire moine et de prier Dieu. Et Rabelais, moine défroqué lui-même, en fait l'exemple à travers sa geste gigantale et ces personnages qui vraiment vont s'affranchir de cette conception du monde très, très pessimiste, très négative, là, qui est celle véhiculée par le clergé et notamment les ordres monastiques, les franciscains, les cordeliers, etc. Alors, il y a à la fin du roman une invitation à être tous et toutes de bons pantagruélistes. Alors, ça devient une espèce de philosophie. Dans des ajouts subséquents, parce que Rabelais a revu sa copie, il va rééditer le Pantagruel. Il va développer un peu cette philosophie du pantagruélisme qui consiste, nous dit-il, à vivre en paix, en joie, en santé, en faisant toujours bonne chère. Donc, c'est une sorte d'épicurisme, en fin de compte. Peut-être même de l'hédonisme, quoique il y a quelque chose de plus serein, de plus sage que dans l'hédonisme. Ce n'est pas juste faire bonne chère, nous dit-il, c'est aussi s'occuper de sa santé, s'assurer d'être joyeux, s'assurer de vivre en paix aussi. Ce sont des éléments très importants dans cette philosophie pantagruéliste. Une invention de Rabelais, bien sûr, qui tourne autour du nom du personnage principal. Alors, on se rappellera au final de l'interprétation du mot de la dive bouteille par Bacbuc
qui nous dit, au terme de toute cette aventure, au terme de 5 romans consacrés à Pantagruel et à Panurge, qui sont vraiment les véritables héros du roman, hein, parce qu'on a parlé de Gargantua, on a dit qu'il s'impose dans le 2e volume, bien sûr, mais pour la suite, céder la place vraiment à Pantagruel et Panurge, qu'on va suivre jusqu'au bout de leur aventure, de leur pérégrination, de leur quête initiatique, où ils débouchent donc sur cet oracle de la Dive Bouteille, qui est interprété ainsi. Le mot de la Dive Bouteille revient à dire « Soyez vous-même interprète de votre entreprise ». Et toute la sagesse du livre, de la saga peut se résumer à ce principe « Soyez vous-même interprète de votre entreprise ». Faites confiance à votre propre jugement. Ne soyez pas dupe de ce qu'on raconte, de ce qu'on vous dit de croire, de penser. Faites vous-même votre propre réflexion là, et vous allez trouver votre voie, vous allez trouver votre vérité, finalement. Plongez-vous en vous-même, regardez à travers l'expérience du monde, l'expérience du voyage. Vous allez découvrir là des vérités fondamentales qui ne sont peut-être pas en phase avec ce que la doctrine, la doxa véhicule, mais qui sont probablement plus authentiques. Alors, soyez vous-même interprète de votre entreprise. On peut l'entendre comme ça. Alors, j'enchaîne avec la Reine de Navarre et vous voyez que ça va bon train. J'aurai du temps à la fin pour des questions. J'ouvrirai le micro puis on pourra discuter de vos interrogations, notamment par rapport au procédé d'accumulation, ces excès qui sont évoqués par la question. Et je voudrais partager maintenant un petit fond d'écran. Si je ne me trompe pas, c'est ici. On va se déplacer depuis la bibliothèque de Lucac au château de Marguerite de Navarre. Tiens, ça va être un cadre un peu plus bucolique. C'est le château de Pau qu'on voit derrière. Alors, c'est un château qu'elle a habité assez longuement quand elle a marié Henri d'Albret, oui, c'est ça, qui est le père de Jeanne d'Albret, elle-même mère de Henri IV, le roi de Navarre, qui va devenir le prochain dans la succession des rois. Là, vous savez, quand Henri III meurt, il va passer la couronne à Henri IV. Alors, tous ces gens sont reliés de près ou de loin. Alors, voilà, on parle maintenant de Marguerite de Navarre. Je le disais tout à l'heure, c'est la sœur du roi François Ier, épouse du duc d'Alençon d'abord. Elle va marier le duc d'Alençon, un mariage de raison autour de 1509, et elle va se retrouver malheureuse, mariée quand même assez jeune, je pense qu'elle avait 17 ans quand elle le marie, et elle vit dans un château médiéval un petit peu obscur, mal aménagé. Elle n'est pas très, très contente de ce mariage-là. Heureusement, ça va se finir assez vite par la mort de son mari et elle va épouser en seconde noces Henri d'Albret, avec qui elle va avoir une vie pas mal plus épanouie. Elle est donc épouse du duc d'Alençon en 1509, puis du roi de Navarre en 1527, c'est Henri d'Albret. Marguerite va être appelée à jouer un rôle très important à la cour. Alors, c'est la sœur du roi, François Ier, donc, et il va s'appuyer sur elle pour plusieurs choses, et notamment pour des questions diplomatiques. C'est elle qui va venir négocier sa libération, je le disais tout à l'heure, au siège de Pavie, quand François Ier est fait prisonnier. Alors, c'est quelqu'un qui va jouer de son influence auprès du roi aussi pour aider certains des gens qu'elle pensionne, qu'elle protège, et notamment celui dont on va parler tout à l'heure, Clément Marot. Alors, en 1518, elle va être séduite par l'évangélisme qui a cours en France autour de l'évêque de Meaux, Guillaume Brissonnet, avec lequel elle va entretenir une correspondance. Alors, c'est intéressant pour nous de lire aujourd'hui cette correspondance-là parce que ça nous montre tout son cheminement spirituel, comment elle a été tentée par les idées réformées et comment Guillaume Brissonnet a eu un rôle à jouer dans ce développement-là.
Et ce n'est pas un hasard si après ça, elle a voulu protéger les Lefebvre d'Étaples, les Bonaventure des Perrier, les Clément Marot, Étienne Delay. C'est parce que ces gens-là ont été tour à tour suspectés finalement d'idées hérétiques, de flirter avec la réforme. Alors, c'est donc parce qu'ils se reconnaissaient entre eux, en eux, qu'elle voulait les protéger, qu'elle est intervenue à plusieurs reprises auprès du roi pour empêcher, par exemple, la Sorbonne d'interdire la publication de telle ou telle œuvre ou de taxer d'hérésie ou d'hérétique tel ou tel écrivain. Alors, elle est très proche de son frère, donc, sur lequel elle exerce cette influence profonde, au niveau diplomatique, mais au niveau culturel aussi, et très ouverte aux idées nouvelles, de sorte qu'elle va réunir autour d'elle une cour d'esprits éclairés, un cercle d'humanistes et d'écrivains qui vient y trouver refuge auprès de cette grande princesse, qui est une femme absolument brillante, une grande intellectuelle et aussi une grande écrivaine qui va écrire beaucoup de choses vraiment intéressantes. Là, on n'aura pas le temps de passer en revue toute son œuvre, mais je vous invite à vous familiariser un petit peu avec elle. C'est une de ces femmes écrivains là, très importantes de l'histoire de la littérature française, à laquelle on ne s'est pas assez attardé. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire sur Marguerite de Navarre, une autre figure proto-féministe, si on veut, de l'époque. Alors, par la suite, Marguerite de Navarre va jouer un rôle important. Bon, j'ai encore oublié de changer de diapositive, là. Je disais qu'elle était ouverte aux idées nouvelles, qu'elle avait réuni autour d'elle un cercle d'humanistes chrétiens. Et on sait que c'est une bonne dame, hein, ne serait-ce que parce qu'elle choisit de se faire représenter avec son petit chien. Hein. Ça en dit long sur la personne qui insiste pour se faire représenter par le peintre avec son petit chien comme ça. C'est tout à fait sympathique. Ce n'est pas quelque chose de si courant dans la peinture de la Renaissance. Alors, elle intervient souvent pour défendre les écrivains suspects aux yeux des autorités religieuses. Et quand on parle des autorités religieuses, on pense à la Sorbonne, qui vraiment, à l'époque, s'en donne à cœur joie et veut interdire Rabelais. François Ier intervient pour qu'on permette la publication des livres de Rabelais. On veut interdire Clément Marot, on veut le faire emprisonner. Tout le monde est suspecté d'hérésie. C'est vraiment une période complètement folle. Clément Marot il va y goûter à cette médecine et heureusement va être protégé par Marguerite de Navarre. Étienne Delay aussi, pour qui ça va mal finir. On se souviendra au dernier cours que le type a été condamné au bûcher et brûlé comme hérétique. Alors, ce n'est pas toujours possible de sauver tout le monde. Et même François Ier, à un moment donné, se fatigue. Clément Marot se met les pieds dans les plats systématiquement. Ça a beau être quelqu'un de très sympathique, ça a été son valet de chambre et celui de la reine de Navarre et son secrétaire aussi. Et c'est quelqu'un de très proche, donc, de la royauté, mais il n'arrête pas de se mettre les pieds dans les plats et ça devient très embarrassant. Et à un moment donné, François Ier en a marre, là. Et c'est après l'affaire des placards. Il est extrêmement irrité contre les idées réformées qui gagnent de plus en plus la France. Et comme Clément Marot fait partie de ceux qui sympathisent avec ces idées, à un moment donné, il le largue un peu puis il dit « Bon, débrouille-toi, j'ai fini d'intervenir pour sauver ta peau. » Mais il l'a fait souvent. Il l'a fait sortir de prison, il l'a protégé, il l'a couvert plus souvent qu'à son tour. Mais Clément Marot n'a jamais appris tout à fait sa leçon. Un autre écrivain protégé par Marguerite de Navarre, ça sera Bonaventure des Perrier, l'auteur des Cymbalum Mundi, les cymbales du monde, un drôle de dialogue qui met en scène des dieux, des humains, des animaux. Ça se termine avec un dialogue entre deux chiens, si je me souviens bien. Et qui a été jugé très critique, très satirique par la Sorbonne, trop satirique, et qui lui a valu la condamnation. Et donc, il a dû chercher refuge et protection auprès de la reine de Navarre. Alors, la reine de Navarre, Marguerite, c'est une femme intellectuelle, très ouverte à bien des égards, mais c'est aussi une mystique qui est profondément marquée par sa foi et par le sentiment qu'elle a du néant de la vie humaine. Tout ça, c'est qu'un songe, finalement. C'est qu'une farce, c'est qu'une fiction. Ce n'est qu'une fiction. Tout ça n'a pas de sens. C'est pourquoi il faut mettre son espoir, son salut
dans la figure du Christ rédempteur et dans l'amour de Dieu et dans le rapport qu'elle entretient avec Dieu. Et ça va orienter son œuvre vers vraiment le mysticisme. Alors, plusieurs de ses publications, là, son théâtre notamment, là, qui sont marquées par cet esprit religieux, mysticiste, où on sent chez elle un cheminement dans l'élévation spirituelle. Elle veut se rapprocher de Dieu à travers son écriture. Et c'est déjà sensible dans sa correspondance avec Guillaume Brissonnet. Alors, vous ne serez pas étonné de voir, par exemple, dans les titres qu'elle va faire paraître, des dialogues marqués par son rapport à la foi, comme le dialogue en forme de vision nocturne, où elle discute avec sa nièce décédée et entretient un dialogue très angoissé. Miroir de l'âme pécheresse, qui est publié autour de 1531, qui sera attaqué par la Sorbonne. C'est intéressant parce qu'on a beau être la sœur du roi, quand on publie des trucs qui ne sont pas tout à fait conformes au dogme, on peut se faire prendre par la Sorbonne, critiquer. Et ça va nécessiter l'intervention de François Ier parce que le livre était empreint d'idées évangélistes qui faisaient de la foi et de la charité les voies du salut. Et ça n'allait pas du tout dans l'esprit de ce qu'enseignait la Sorbonne. Alors, on va lui faire un mauvais sort à ce livre. On va vouloir le frapper d'interdit, mais François Ier va intervenir et bien sûr, la Sorbonne va lâcher le morceau. Il y a des limites à ce qu'on peut faire quand c'est le roi qui intervient personnellement. Il va être suivi, ce livre, par de nombreux autres poèmes, dont les chansons spirituelles, où Marguerite de Navarre utilise la structure poétique des chansons profanes, mais pour lui substituer des chants religieux, des textes religieux. Alors vraiment, c'est quelqu'un de très marqué par sa foi. Après l'affaire des placards, François est refroidi par rapport aux idées réformées et Marguerite va se retirer à Nérac. À la cour de Nérac, il y a un château là où elle séjourne, et elle va rassembler ses œuvres dans un recueil qui s'appelle « Les Marguerites de la Marguerite des princesses ». Alors, vous avez un recueil de plusieurs petites pièces théâtrales, plusieurs œuvres éparses qu'elle rassemble là-dedans dans « Les Marguerites des princesses » en 1547. Et il y a toute une partie de son œuvre qui va demeurer inédite jusqu'à l'édition très tardive au 19e siècle par Abel Lefranc. Là. Il va y avoir une édition plus complète des œuvres de la Marguerite, de la Marguerite des Marguerites, les Marguerites des princesses, oui. Alors, dès 1542, Marguerite compose l'Heptaméron. Il a pour modèle ce recueil de nouvelles, Les 10 journées du Décaméron de Boccace, texte traduit en France dès le 15e siècle, en 1414 en fait, et qui l'est à nouveau autour de 1545 par la plume de François Le Maçon. Alors, François Le Maçon traduit nouvellement Boccace. Alors, c'est à l'époque où on pense que Marguerite de Navarre aurait composé son Heptaméron, mais on croit aussi qu'il y aurait possibilité d'une influence française. Il y a les 100 nouvelles au début du siècle qui faisaient tabac. Alors, ce n'est pas exclu qu'elle se soit inspirée des deux, en fait, qu'il y ait un fond français. Et effectivement, au niveau des thèmes, des personnages, des situations, ça ressemble pas mal à ça. Par contre, l'idée d'un récit cadre, l'idée de réunir les gens autour d'un événement dramatique, chez Boccace, c'était la peste qui forçait les gens à se cloîtrer puis pour se divertir, à se raconter des histoires. Chez Marguerite de Navarre, ça va être la montée des eaux, la crue des eaux, qui fait que le territoire est inondé, on ne peut pas sortir, on est obligé de se réfugier et pour se divertir, on va se raconter des histoires. Alors, elle prend un récit cadre un peu semblable et au départ, l'idée, c'est de raconter 10 nouvelles par jour. Chacun des personnages du recueil va raconter une histoire et ça va être suivi d'une discussion par ceux qu'on appelle les devisants, qui sont les gens donc, qui sont réunis ensemble pour attendre que la crue des eaux cesse.
et qui vont porter des jugements sur l'histoire, qui vont commenter, alors sur un ton parfois amusé, parfois très critique, parfois emporté. On va débattre de la morale de l'histoire. Alors, on raconte une histoire, puis on réfléchit à ses tenants et aboutissants, qu'est-ce que ça implique, et c'est la forme que ça va prendre. Alors, 10 nouvelles par jour, 10 contes par jour, suivis à chaque fois donc de commentaires, entrelacés de commentaires des fois, c'est pas nécessairement à la suite du conte, des fois c'est assez avant qu'il y ait un commentaire, et ça devait se poursuivre comme ça sur 10 jours. Mais dans les faits, Marguerite de Navarre meurt avant d'avoir terminé. Donc, elle en est restée à 70 nouvelles, 72 en fait pour être précis. Elle ne s'est jamais rendue à 100, de sorte qu'on ne peut pas l'appeler le Décaméron, on va l'appeler plutôt l'Heptaméron, par référence au fait qu'il comporte finalement que 70 nouvelles racontées sur 7 jours. Alors, il est interrompu, ce recueil, par la mort de Marguerite de Navarre en 1549. Il va paraître, après sa mort, légèrement retouché par Claude Gruget en 1559, avant que le texte original ne soit restitué au complet en 1853. Joliane, vous avez levé la main? Oui, donc si je comprends bien, l'Heptaméron a été écrit par la reine de Navarre et oui, ça a été influencé par le Décaméron, dans le fond, Oui. série du Décaméron. Oui, dans cet ordre-là, parce que si on inverse, ça ne marche plus, là. Le Décaméron, c'est bien l'œuvre de Boccace dont on a parlé il y a quelques cours quand il était question du Moyen Âge. Et c'est une œuvre qui a eu un impact déterminant sur l'essor du récit bref, de la nouvelle. C'est lui qui est l'inventeur, Boccace, de la nouvelle. Et la nouvelle, au départ, ça réfère à un événement récent. Alors, il y a beaucoup de questions d'actualité dans ces récits et ça peut nous surprendre. Et c'est appuyé sur l'idée que tout ça s'est vraiment passé. Ça s'est passé récemment et pour vrai. Et on joue beaucoup sur l'aspect de vraisemblance, même si des fois, c'est complètement invraisemblable ce qui est raconté là. Alors, on joue sur cette fiction de la vraisemblance qui caractérise le genre à l'époque. Alors, comme dans le Décaméron de Boccace, les nouvelles de Marguerite de Navarre s'inscrivent dans un récit cadre, ce qu'on appelait la cornice. C'était donc ce récit prétexte à insérer des récits de toutes sortes, là. Alors, on est réunis à l'occasion de la peste et donc pour se divertir, on se raconte des histoires. Chez Marguerite de Navarre, on est réunis à l'occasion de la crue des eaux et pour se divertir, on raconte des histoires. Dans le cas de Marguerite de Navarre, ce sont 10 voyageurs qui sont réunis dans une abbaye alors qu'un violent orage a coupé toute communication. Les eaux sont en train de monter partout. On se sent vraiment menacé. Pour passer le temps, cette belle société va échanger des histoires vraies dans des registres divers. Alors, tantôt, c'est des histoires très sérieuses, tantôt, c'est des histoires dramatiques, tantôt, c'est des histoires drôlatiques. Carrément satirique même. Alors, ça arrive que ça tourne même aux grivoiseries. On peut s'étonner que de la part d'une mystique qu'il y ait des passages un peu licencieux, mais c'est l'esprit de la Renaissance, c'est tout à fait conséquent et il ne faut pas s'en surprendre, il ne faut pas s'en étonner. Il y a des histoires assez licencieuses qui sont racontées, notamment à propos des moines cordeliers, les franciscains, que Marguerite de Navarre ne portait pas dans son cœur. C'est qu'ils avaient des mœurs assez dissolues. Et elle le donne à connaître, elle le donne à savoir là, que ces gens-là sont des hypocrites, des tartuffes de la pire espèce, qui prêchent la vertu, mais qui se comportent vraiment comme des goujats. Alors, c'est là qu'on retrouve ce discours un peu proto-féministe que j'évoquais tout à l'heure, là, où il est beaucoup question de l'honneur des femmes et de l'honneur bafoué des femmes et de tous ces hommes qui agressent à la première occasion les femmes, et notamment dans les couvents, les pères confesseurs qui sont là pour entendre les confessions des sœurs, et dès qu'ils se retrouvent seuls avec elles, vont avoir les mains baladeuses. Alors, on se rend compte que ces préoccupations-là existent depuis toujours, depuis que l'homme est homme, et que c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien vécu. Et à raison, Marguerite de Navarre va dénoncer cette conduite des hommes, cette misogynie,
Et c'est intéressant de voir comment les autres personnages du récit cadre vont réagir. Pour certains, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, c'est les femmes qui sont un peu trop scrupuleuses. Et d'autres vont dire au contraire, les femmes ont raison de se défendre et de quel droit ces hommes vont abuser d'elles et vouloir les toucher, les violer comme ça, sans conséquence. C'est absolument inacceptable. Alors, il y a un discours qui est échangé et ce n'est pas tout le monde qui est du même avis, bien sûr. Les femmes vont prendre le parti des femmes, les hommes, celui des hommes. Ça n'étonnera pas personne. Alors, on va voir quelques motifs. Ici, vous avez un portrait de la fille de Marguerite de Navarre, Jeanne d'Albret, dont on présume qu'elle fait partie des devisants. Alors, ce qu'on a dit dans la critique littéraire, c'est que Marguerite de Navarre a mis en scène un peu les gens de son entourage. Sa mère, dans le personnage de Loisille, et elle-même dans le personnage de Parlemente. Alors, on peut reconnaître certains contemporains dans les histoires qui sont racontées, même si, par ailleurs, il est question de Marguerite de Navarre. Marguerite de Navarre parle de la reine de Navarre, mais à la troisième personne. Dans ces récits, on pense qu'il y a des personnages clés. Louise de Savoie, la mère de Marguerite de Navarre. Il y a aussi son mari qui est présenté sous les traits, pense-t-on, du personnage qui s'appelle Hircan. Alors, ce serait l'anagramme de son nom. Peut-être, ce n'est pas important. C'est quelque chose qui a été avancé par la critique et longuement débattu. Alors, on retrouve un certain nombre de motifs, un idéalisme d'inspiration platonicienne, un rapport à l'amour qui est très idéalisé chez Marguerite de Navarre, un peu dans la perspective de son mysticisme. Elle se représente l'amour comme une relation dialectique qui nous élève à travers les épreuves vers la contemplation du beau. Et le beau, c'est aussi le divin. Alors, l'amour est une propédeutique à la contemplation des choses divines, en quelque sorte. Et c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose de condamnable. L'amour, la sensibilité qu'on a au beau, aux belles choses, aux belles personnes, aux belles âmes, c'est quelque chose qui nous fait pressentir la beauté de la divinité et qui nous amène dans un cheminement là, à nous élever vers cette beauté. Alors, c'est une démarche dialectique très idéaliste et très inspirée par la philosophie platonicienne, ou enfin le néoplatonisme de la Renaissance, tel que véhiculé par Marcille Ficin, dont on a déjà parlé au cours précédent. Il y a un réalisme satirique dans la représentation, notamment qui est faite des moines. C'est sans compromis, c'est assez sévère comme portrait, mais ça semble assez fidèle à la réalité parce qu'on a d'autres témoignages qui allaient dans ce sens-là, mais c'est tourné en dérision en même temps. Alors, c'est réaliste, mais il y a une part de satire où on grossit un peu les traits de caractère. Il y a une très forte misogynie qui n'est pas le fait de l'auteur, bien sûr, de la narratrice comme telle. Enfin, la narratrice, il y a plusieurs narrateurs puisque ce sont les devisants qui racontent l'histoire, mais ce n'est pas le fait de l'auteur, cette misogynie, c'est le fait des personnages, des devisants eux-mêmes qui, comme Hircan, vont tenir des propos assez critiques sur les femmes et leur rapport obsessionnel à l'honneur. Et aussi, au sein même des contes, des récits qui sont racontés, qui sont rapportés, il y a un sort réservé à la femme qui n'est pas tout à fait enviable. Elles sont pourchassées et vilipendées à tout propos. Et ça devient lassant un petit peu. Alors, c'est pour ça qu'on en vient à parler d'un certain proto-féminisme. On discute des articles de morale sexuelle, conjugale, sociale, la condition de la femme à l'époque, et on sent bien que Marguerite de Navarre ne saurait s'en satisfaire. Ce n'est pas acceptable le sort qu'on réserve aux femmes, et il y a à travers cette condamnation-là, un appel presque à l'action. Il faut qu'on cesse de traiter les femmes de cette façon. Il faut qu'on cesse d'excuser la libido des hommes. Et il faut apprendre à se comporter de façon raisonnable. Alors, il y a toute une réflexion sous-jacente à travers ça qui nous amène donc à voir chez Marguerite de Navarre une proto-féministe. C'est dans ce sens-là qu'on pourrait défendre cette idée. Alors, il y a un aspect moral aussi. Chaque nouvelle est suivie d'un commentaire. Alors, on va voir les devisants au terme du récit échanger sur leurs impressions. Alors, on raconte une histoire, chacun se prononce sur cette histoire-là
et tout le monde n'est pas d'accord pour stigmatiser tel personnage. Les hommes vont prendre le parti des hommes, comme je disais tout à l'heure, et les femmes, celui des femmes. Chaque nouvelle donne lieu à cet échange où il ne s'agit pas de juger le conteur comme tel, mais la discussion de fond sur l'amour dans le mariage, sur l'amour hors mariage, parce qu'il est question d'adultère souvent, sur les droits des femmes, sur l'orientation morale et spirituelle que chacun veut donner, doit donner à sa vie. Ce sont des enjeux parfois spirituels qui sont abordés à travers ça. Alors, les conteurs deviennent ce qu'on a appelé des devisants. Alors, vous avez un portrait ici d'Henri d'Albret. C'est lui le mari de Marguerite de Navarre. Et le grand-père, donc, j'allais dire le grand-père, c'est pas vrai, c'est le père de Jeanne d'Albret qui va marier Henri de Bourbon, qui va devenir Henri IV. Ce n'est pas le grand-père direct. Alors, les conteurs deviennent ainsi des devisants que leurs opinions engagent et définissent. Alors, on les a identifiés. La pieuse oisille, je le disais tout à l'heure, serait Louise de Savoie, la mère de Marguerite de Navarre. Hircan serait une figuration littéraire de Henri d'Albret, auquel s'oppose constamment dans les échanges parlamante plutôt, qui serait le double littéraire de Marguerite de Navarre, qui cherche, elle, à concilier parfait amour et amour conjugal, parce que les deux ne vont pas toujours ensemble. Parfois, l'amour idéal, l'amour parfait ne se rencontre pas très souvent dans le mariage. Alors, comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux? Cette idée, cet idéal amoureux qui est susceptible de rencontrer beaucoup de déceptions, de frustrations. Comment on fait pour le ramener à une juste mesure et l'ajuster à la réalité de l'amour conjugal? Alors, il y a là toute une réflexion intéressante. Je voudrais partager avec vous maintenant un petit extrait qu'on ne lira pas au complet parce que ça serait fastidieux et je vous ai promis de faire vite. Mais je pense que c'est important de se donner une idée de cette prose de Marguerite de Navarre. Je cherche mon fichier Word, il est ici, voilà. Alors, vous avez l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, la 22e nouvelle. Alors, il y a des choses intéressantes dans ça et ça vaut le détour, surtout que ça peut se déguster une journée à la fois, un conte à la fois. Vous n'êtes pas obligé de tout lire d'un trait. Ce n'est pas un roman où l'histoire se suit, là. Ça va dans tous les sens. Ce sont des nouvelles, des récits brefs, donc en prose. Et notamment, il est question de la Nouvelle-France à un moment donné. C'est-à-dire qu'on a une histoire, je ne me souviens plus c'est laquelle, mais je pense que c'est autour de 67, la 67e ou 66e nouvelle, qui raconte une aventure du sieur de Roberval et donc qui parle du Canada, qu'on commence à peine à arpenter, là. Alors, c'est très contemporain de Marguerite de Navarre, tout ça. Je vous rappelle que Jacques Cartier débarque au Canada en 1534. Alors, on poursuit les explorations après ça, mais si vous regardez la chronologie, là, c'était vraiment dans l'actualité. Et qu'il soit question du Canada déjà chez Marguerite de Navarre, c'est assez intéressant. Mais ce n'est pas de cette histoire-là que j'ai retenu. J'ai plutôt retenu une de ces histoires de prêtres libidineux, parce que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. J'ai coupé un petit peu. On nous présente le père révérend comme quelqu'un qui avait toujours eu une vie très morale, très rangée. Mais voilà qu'approchant de la cinquantaine, il s'est mis à devenir libidineux et à avoir les mains un peu baladeuses. Et il fait la tournée des novices et des sœurs pour les confesser. Et à un moment donné, il va avoir l'idée d'abuser d'une de celles-là. Alors, l'abbesse lui dit « Père révérend, il est temps de dire vêpres, la messe. » À quoi il répondit « Allez, mère, allez, faites-les dire, car je suis si lasse que je demeurerai ici, non pour reposer, mais pour parler à sœur Marie, de laquelle j'ai, oui, très mauvais rapport, car l'on m'a dit qu'elle caquette, comme si c'était une mondaine. » Alors, elle parle beaucoup et il ne trouve pas ça correct, alors il veut la sermonner. Enfin, c'est le prétexte qu'il donne à l'abbesse. Il veut la rencontrer en privé pour pouvoir l'admonester. L'abbesse, qui était tante de sa mère, le pria de la vouloir chapitrer et la lui laissa toute seule, sinon un jeune religieux qui était avec lui. Quand il se trouva seul avec sœur Marie, commença à lui lever le voile et lui commander qu'elle le regardât. Alors, il dévoile la religieuse, qui déjà est un petit peu envahissant, ce n'est pas quelque chose qu'il est censé faire, et elle lui répondit que sa règle lui défendait de regarder les hommes. C'est bien, dit ma fille, lui dit-il, mais il ne faut pas que vous estimiez qu'entre nous, religieux, soyons hommes.
Par quoi sœur Marie, craignant faillir par désobéissance, le regarda au visage. Elle le trouva si laid qu'elle pensa faire plus de pénitence que de péché à le regarder. Le beau-père, après lui avoir dit plusieurs propos de la grande amitié qu'il lui portait, lui voulut mettre la main au tétin. Alors, il ne perd pas de temps. Il veut lui mettre la main sur un sein. À peine est-il entré en conversation avec elle, et après l'avoir dévoilée, il veut la taponner. Alors, qui fut par elle repoussé, comme elle devait, et fut si courroucé, si en colère, qu'il lui dit « Faut-il qu'une religieuse sache qu'elle ait des tétins? » Alors, pourquoi vous vous en formalisez? Est-ce qu'une religieuse doit se formaliser d'avoir des tétins? Au fond, c'est pas important. Tu es une religieuse. Là. Ça ne veut rien dire le corps pour toi. Alors que je te touche l'épaule, que je te touche la hanche ou que je te touche le tétin, c'est indifférent. Une religieuse ne va pas donner le sein. Une religieuse n'a pas de sexualité, donc ne va pas t'offusquer du fait que je touche ton sein. Elle lui dit « Je sais que j'en ai des tétins et certainement que vous, ni autres, n'y toucherez point, car je ne suis pas si jeune et ignorante que je n'entende bien ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. » Alors, elle ose tenir tête à l'homme qui veut abuser d'elle. Et quand il vit que ses propos ne la pouvaient gagner, lui en va bâiller d'un autre, disant « Hélas, ma fille, il faut que je vous déclare mon extrême nécessité. » Là, le prêtre va commencer à dire finalement que c'est plus fort que lui, qui est un peu malade, c'est une maladie. Hein? Il dit « C'est que j'ai une maladie que tous les médecins trouvent incurable, sinon que je me réjouisse et je me joue avec quelques femmes que j'aime bien fort. Alors, c'est plus fort que moi, il faut que je le fasse pour que mon corps exulte finalement, là, parce que sinon, je vais être tout croche. De moi, je ne voudrais point mourir, faire un péché, je ne voudrais pas mourir faire un péché mortel, mais quand l'on viendrait jusque-là, je sais que simple fornication n'est nullement comparée à péché d'homicide. » Alors, s'il faut pécher entre nous, la fornication, le sexe, c'est quand même moins grave que l'homicide. Et si, dans le cas de ma maladie, je suis amené des fois à commettre des péchés, ce sont des péchés, finalement, somme toute, sans grande conséquence. Par quoi, si vous aimez ma vie, en sauvant votre conscience de crudélité, alors pour ne pas être cruel et n'avoir à souffrir de cette cruauté dans votre esprit, vous me le sauverez. Elle lui demanda quelle façon de jeu il entendait faire. Alors, à quoi est-ce que vous voulez en venir? C'est quoi le jeu là, que vous proposez? Il lui dit qu'elle pouvait bien reposer sa conscience sur la sienne et qu'il ne ferait chose dont l'une ni l'autre fût chargée. Et pour lui montrer le commencement du passe-temps qu'il demandait, la vint embrasser et essaya de la jeter sur un lit. Alors, c'est ça le jeu qu'il lui propose, finalement, c'est d'aller plus loin. Elle, connaissant sa méchante intention, elle n'est pas dupe, la fille, elle n'est pas naïve, elle se défendit si bien de paroles et de bras qu'il n'eut pouvoir de toucher qu'à ses habillements. Et elle ne se laisse pas déshabiller comme il a l'intention de le faire. Alors, quand il vit toutes ses inventions et efforts être tournés en rien, comme un homme furieux et non seulement hors de conscience, mais de raison naturelle, lui mit la main sous la robe. Il insiste encore davantage, et tout ce qu'il peut toucher des ongles égratigna en telle fureur que la pauvre fille, en criant bien fort, de tout son haut tomba à terre, tout évanouie. Et à ce cri entra l'abbesse dans le dortoir où elle était, laquelle, étant à vêpres, se souvint avoir laissé cette religieuse avec le beau-père, qui était fille de sa nièce, dont elle eut un scrupule en sa conscience qui lui fit laisser vêpres et aller à la porte du dortoir, écouter ce que l'on faisait. Mais ayant la voix de sa nièce, poussa la porte que le jeune moine tenait, et quand le prieur vit venir l'abbesse, en lui montrant sa nièce évanouie, lui dit « Sans faute, notre mère, vous avez grand tort, vous ne m'avez pas dit les conditions de sœur Marie, car ignorant sa débilité, je l'ai fait tenir debout devant moi, et en la chapitrant, s'est évanouie comme vous voyez. » Alors, il invente une histoire abracadabrante, il dit « Elle s'est évanouie parce que j'étais en train de la sermonner. » Bien sûr, il va nier l'avoir agressée. Alors, vous voyez un peu à quoi ça rime tout ça. L'abbesse va se laisser duper, mais la petite Marie va se souvenir de cet épisode et on va la retrouver plus loin avec une autre tentative. Le même père va vouloir la mettre à l'épreuve et lui dire « Êtes-vous bien vierge? » Parce qu'il faut que je vérifie ça, parce que ça fait partie de mes devoirs et responsabilités. Je l'ai fait avec les autres, donc là, c'est votre tour et c'est nécessaire. Hein? Croyez bien que je n'y prends pas plaisir, mais c'est quelque chose qui fait partie de ma tâche. Alors, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et c'est suivi d'une discussion de visant, et ça commence avec le guillemet ici en bas. Voilà, mesdames, une histoire qui est bien pour montrer ce que dit l'Évangile, que Dieu, par les choses faibles, confond les fortes, et par les inutiles aux yeux des hommes, la gloire de ceux qui cuident être quelque chose et ne sont rien.
Et pensez, mesdames, que sans la grâce de Dieu, il n'y a homme où l'on doive croire nul bien, ni si forte tentation. Donc, avec lui, l'on emporte victoire, comme vous pouvez voir par la confusion de celui qu'on estimait juste et par l'exaltation de celle qu'il voulait faire trouver pécheresse et méchante. Alors, c'est un renversement de situation. Lui l'accusait d'être méchante et pécheresse et lui était celui qui était dans son bon droit, mais finalement, il va y avoir renversement parce qu'elle va aller chercher refuge, la sœur en question, auprès d'une certaine reine de Navarre qui va la sortir de ce mauvais pas. Alors là, suit une discussion entre les devisants, Oisille, Nomerfide, chacun tour à tour, et ensuite vont se prononcer, Géburon aussi, sur ces circonstances et parfois prendre le parti de la misogynie et parfois exprimer une certaine sympathie pour le sort réservé aux femmes. Alors, ça ressemble à ça finalement. Je reviens à mon PowerPoint. Je partage ça avec vous. Et on a complété le deuxième point avec ça. Ce qui nous amène à parler maintenant de Clément Marot. Je vous avais promis de faire vite. On est en bonne voie d'y parvenir. Il y aurait d'autres extraits à voir, à commenter, mais on ne veut pas trop s'attarder à ça. Je vous invite quand même, si vous êtes curieux, à aller sur le web, Wikisource. Vous avez l'intégrale de l'Heptaméron et vous pouvez rapidement là, feuilleter différentes nouvelles, différents comptes comme ça pour voir à quoi ça ressemble. C'est assez sympathique. On vend encore communément des éditions. C'est publié à chaque décennie. Il y a moyen d'acheter en librairie le recueil des nouvelles de Marguerite de Navarre. C'est un des ouvrages majeurs de l'histoire des récits brefs. Alors, troisième point, donc, oups, non, j'avais pas tout à fait fini. Il restait à parler de la vérité supposée des histoires. Oui, c'est la dernière nouvelle, la dernière diapositive du deuxième point. La vérité supposée des histoires autorise l'examen idéologique, sociologique, psychologique. C'est-à-dire que, comme on a cru voir des personnages à clé dans les devisants, on s'est mis à faire des parallèles avec l'actualité contemporaine. On s'est permis de discerner là-dedans une certaine critique sociologique, par exemple, des ordres religieux, psychologique aussi, du rapport à la misogynie de certains, des hommes, bien sûr. Alors, il y a toute une lecture qui est rendue possible par ces récits qui sont présentés comme vrais. Alors, ce n'est pas une fiction, nous dit Marguerite de Navarre, et elle insiste là-dessus, ce sont des vraies histoires qui se sont déroulées récemment et qui sont rapportées comme ça, sans phare, sans exagération, sans altération par les devisants. Alors, ça a entraîné toute un pan de la critique à s'attarder à cette dimension idéologique, sociologique, psychologique, qui n'est pas autorisée de la même façon dans une œuvre romanesque, une œuvre qui est tout à fait fictive. Alors, quand on nous dit, ben non, ça c'est une histoire inventée de A jusqu'à Z, n'allez pas y chercher autre chose que de l'amusement, du divertissement. Là, ici, la vérité supposée, alléguée, en tout cas, nous invite à regarder si on ne peut pas identifier certains personnages. Notamment, il y a des nouvelles qui mettent en scène un personnage qui ressemble étrangement à François Ier et qu'on semble critiquer pour sa façon d'approcher les femmes sans trop de considération. Donc, des fois, c'est une façon de passer des messages aussi, peut-être, à couvert pour Marguerite de Navarre. Allez savoir. Alors, on en vient au troisième et dernier point, à cette bouille sympathique de Clément Marot. Avouez qu'il est charmant quand même, le bonhomme. C'est avec Marot donc, que s'effectue le passage des formes médiévales aux formes modernes. Et ce n'est pas un hasard parce que le papa de Clément, c'est Jean Marot. Marot qu'on a déjà rencontré quand il a été question de la grande rhétorique. C'était un des grands rhétoriqueurs. Alors, il a de qui tenir. Il a quelqu'un qui va l'initier aux formes poétiques très, très tôt. Il a donc des kilomètres d'avance sur ses contemporains et ce n'est pas un hasard si ça va lui permettre de se démarquer comme un des plus grands poètes de la Renaissance. Il écrit avant Ronsard, Du Bellay, les poètes de la Pléiade, dont on va parler dans quelques semaines, mais même comparé à ceux-là, c'est vraiment un géant. C'est quelqu'un
formidable pour son œuvre, pour la profondeur de son œuvre, l'étendue aussi, la diversité de ses différentes composantes. Alors, il a joué un rôle capital donc, dans le domaine des formes poétiques. Il a flirté avec différentes formes et ce n'est pas un hasard non plus si on retrouve sous sa plume des chants royaux, des ballades, des rondeaux. Ce sont des genres qui étaient pratiqués par les grands rhétoriqueurs, mais aussi des formes modernes. Il va être le premier à introduire en France le sonnet, le fameux sonnet que vous avez peut-être pratiqué vous-même. Je sais que certains en ont signé dans le cadre du cours de création littéraire. On m'a rendu des poèmes la semaine dernière et on va les commenter demain. Et parmi ceux-là, il y a des sonnets. Bien, saviez-vous que le sonnet a été introduit en France par Clément Marot? Et c'est en fait repiqué de Pétrarque, parce que Pétrarque avait composé des sonnets, et Clément Marot les a adaptés finalement à la langue française. Alors, ce ne sont pas des sonnets en alexandrin encore, il faudra attendre Ronsard pour ça. Ce sont des sonnets à vers décasyllabiques, donc de 10 syllabes, mais quand même, ils suivent un schéma très régulier, A, B, B, A, A, B, B, A, C, C, D, DDE, ou en fait quelque chose de genre, je ne me souviens pas la séquence, mais c'est comme ça avec bien sûr 2 quatrains, 2 tercets. Et c'est Marot donc qui va introduire ça. Il pratique tous les genres anciens comme les nouveaux. La Pléiade va d'ailleurs lui reprocher cet éclectisme, son éparpillement, parce qu'on trouve que ça va dans tous les sens. Et parmi les formes brèves, il manie avec un égal bonheur autant le rondeau que l'épigramme. Il a vraiment fait des choses assez étonnantes. Je vais changer le fond parce que là, on n'est plus vraiment dans le contexte de la Reine de Navarre. Quoique oui, en fait, parce que Clément Marot a été son valet. On va revenir à notre bibliothèque. Tiens. Alors, c'est avec Marot que s'effectue le passage donc, des formes médiévales aux formes modernes. Il est l'inventeur de la règle de l'accord du participe passé. Alors, Voltaire a un mot assez assassin sur Marot. Il fait référence au fait que Marot a accompagné le roi François Ier lors de la bataille de Pavie et qu'il a été fait prisonnier comme lui dans le cadre de cette défaite. Et il a ramené, nous dit Voltaire, 2 choses de l'Italie. La première, la vérole. Il est revenu malade. Et la deuxième, la règle du participe passé. Et des deux, nous dit Voltaire, je pense que c'est la règle du participe passé qui a causé le plus de ravages, plus que la vérole encore. Je pense que le mot est juste parce que vous vous battez encore avec ça aujourd'hui. François Ier lui pose la question à un moment donné, il dit « Est-ce que le participe passé, c'est un verbe ou un adjectif? » Et là, un peu embarrassé par l'ignorance de son roi, il va entreprendre gentiment de lui raconter ce qu'il en est à travers un petit poème qu'il compose. C'est une épigramme qu'on retrouve dans ses œuvres où il explique comment faire l'accord du participe passé. Et c'est vraiment de sa faute à lui. Il ne faut pas le remercier pour avoir écrit simplement ce poème-là. C'est très gentil de vouloir nous expliquer la règle, mais c'est lui qui a importé la règle parce que ça se pratiquait comme ça en Italie. Et il a voulu que les Français s'alignent sur la pratique italienne, en fin de compte. Alors, il est ni plus ni moins responsable de centaines de milliers de fautes qui, depuis, à chaque année, dans toutes les universités du monde, dans toutes les écoles du monde, accablent autant les professeurs que les étudiants. Et voilà à quoi ça ressemble. Enfant, voyez une leçon, écoutez une leçon. Notre langue a cette façon que le terme qui va devant volontiers régit le suivant. Les vieux exemples, je suivrai. Il faut dire en termes parfaits, Dieu en ce monde nous a fait. Il faut dire en paroles parfaites, Dieu en ce monde les a faites. Il ne faut point dire en effet, Dieu en ce monde les a fait, ne nous a fait pareillement, mais nous a fait tout rondement. Alors, c'est une façon de montrer que quand l'objet le complément d'objet est avant le verbe, bien sûr, l'accord doit se faire, sinon il ne se fait pas. Et il résume ça plaisamment dans un petit poème, bien commode, qu'il vous faudrait peut-être apprendre par cœur. Ça pourrait vous épargner des fautes. Alors, Marot se démarque par l'invention ou l'utilisation plutôt d'un vers d'apparence simple et facile. Quand on découvre Marot, on est charmé par ce style familier, presque conversationnel, qui est vraiment caractéristique de sa poésie.
mais qui est d'apparence simple, hein, qui demande quand même un travail considérable. Et pour peu que vous ayez essayé le style bas, justement, vous avez compris assez vite que ce n'est pas si évident d'être clair, d'être précis, d'être simple, de recourir à un lexique pas trop sophistiqué si on veut être suivi de son lectorat, si on ne veut pas larguer tout le monde, si on veut rester dans le ton, qui privilégie le naturel du discours et l'esprit de l'honnête homme, en quelque sorte. C'est déjà un peu dans cette perspective qu'il envisage sa pratique. Alors, vers d'apparence facile, simple, mais qui privilégie le naturel du discours quotidien. Marot a écrit beaucoup de chansons, entre autres choses. Alors, quand on parle de style simple, une des formes qui se prête bien à cette simplicité, c'est la chanson. Par chanson, il faut entendre plus largement une poésie là, qui se met en musique et se chante. Et il a écrit des textes qui spécifiquement s'appelaient chansons, mais aussi d'autres textes, comme les blasons, par exemple, qui vont être mis en musique parce qu'ils s'y prêtaient aussi assez bien. Donc, ce n'est pas exclu qu'on ait pu prendre d'autres pièces poétiques et même les sonnets et les mettre en musique. Parce que depuis longtemps, depuis toujours, en fait, la poésie et la musique vont de pair, même si au Moyen Âge, on a commencé à les dissocier tranquillement, notamment avec Guillaume de Machaut, dont on a parlé il y a quelques semaines. Il peut s'agir de formes fixes traditionnelles. Il pratique le rondeau, les virelais, les chants royaux, je vous le disais, mais dans le cadre des chansons, c'est essentiellement des rondeaux et des virelais, ou des formes plus modernes avec dizains, sonnets, strophes libres. Il peut s'agir tantôt de textes anonymes, de répertoires populaires ou d'œuvres d'écrivains connus et traités à leur guise par les musiciens. Marot, dans la première partie de sa carrière, avant 1527 surtout, a écrit un grand nombre de chansons, dont beaucoup vont être mises en musique immédiatement par les contemporains, avec un succès considérable. Alors, on aime beaucoup les chansons de Marot à l'époque. La chanson est chez lui une poésie lyrique d'inspiration simple qui imite volontiers le style des chansons populaires. On ne serait pas dépaysé à les entendre aujourd'hui. Je n'en ferai pas jouer vraiment, à moins d'appuyer sur pause, parce que si je fais ça, YouTube va flaguer mon vidéo comme étant contenant du contenu protégé et il va être bloqué dans certains pays. Alors, ça peut être embêtant, là, puisqu'on a des étudiants qui nous suivent à partir de la France. Alors, je vais faire attention. Si je fais entendre un extrait, je vais appuyer sur pause auparavant. Du point de vue formel, la chanson marotique est de structure variable, mais le plus souvent, elle va épouser une forme strophique. Les strophes vont utiliser un maître unique ou variable, ça peut changer. Structure variable, bon, ça devait apparaître une puce après l'autre, mais tout est apparu d'un bout, d'un trait, c'est pas plus grave, on avance plus vite. Et elle est plutôt brève, la chanson marotique, elle est dépourvue de refrain. On n'a pas récurrence donc d'un couplet. Et c'est très inspiré encore des grands rhétoriqueurs. Et ce n'est pas un hasard puisque son papa était l'un de ceux-là. Vous avez, parmi les compositions de Marot qui ont été portées en musique par Clément Jeannequin à l'époque contemporaine, vous avez le blason du Beau Tétin, où... J'arrête ça tout de suite, parce que sinon, je vais être dans le trouble avec YouTube. Alors, c'est donc un texte qui entreprend de faire l'éloge de la femme, en fait plus précisément d'une partie du corps féminin. C'est un genre que Marot invente, le blason, qui va être repris par plein d'autres poètes qui vont s'amuser beaucoup à faire des blasons plus fous les uns que les autres. Blason du sourcil, blason de l'œil, blason de la bouche, blason de l'oreille, blason du genou, et j'en passe, et des plus vulgaires. Et ça avait commencé avec cette idée donc de faire l'éloge du corps de la femme par manière de jeu, et en particulier du tétin, du sein de la femme. Alors, il compose cette pièce qui va avoir un succès vraiment formidable. Et ça vous montre un peu l'esprit gamin de Clément Marot. Tétin refait, plus blanc qu'un œuf, tétin de satin blanc tout neuf, toi qui fais honte à la rose, tétin plus beau que nulle chose, tétin dur, non pas tétin voir, mais petite boule d'ivoire, au milieu duquel est assise une fraise ou une cerise, que nul ne voit, ne touche aussi, mais je gage qu'il en est ainsi. Parce que les tétins, normalement, sont dissimulés sous les vêtements. Alors, on ne voit pas souvent, mais je pense que c'est comme ça que ça ressemble à ça, grosso modo.
Tétin donc au petit bout rouge, tétin qui jamais ne se bouge, soit pour venir, soit pour aller, soit pour courir, soit pour bâler. Tétin gauche, tétin mignon, toujours loin de son compagnon. Tétin qui porte témoignage. Prochaine diapositive. Du demeurant du personnage. Je vais arrêter ça. Du demeurant du personnage, quand on te voit, alors le tétin nous laisse voir le reste du personnage, c'est comme un aperçu, hein? On peut juger la personne par ses tétins, nous dit Marot. C'est un peu le microcosme du reste. Du demeurant du personnage, ou la partie pour le tout, quand on te voit, il vient dedans les mains, une envie. Alors, il vient à main, beaucoup plus tôt, une envie dedans les mains, de te tâter, de te tenir, mais il faut bien s'en contenir, d'en approcher, bon gré ma vie, car il viendrait une autre envie. Alors, si on se met à tâter du tétin, on pourrait avoir envie d'aller plus loin. Ô tétin, ni grand ni petit, tétin mûr, tétin d'appétit, tétin qui nuit et jour criait « Mariez-moi tôt, marié ». Alors, ce tétin qui rêve finalement d'être pris pour épouse. Tétin qui t'enfle et repousse, ton gorgeas de 2 bons pouces, à bon droit, qui s'enfle de lait éventuellement, hein, à bon droit heureux, on dira, celui qui de lait t'emplira. Alors, celui qui va te marier, qui va marier la femme, donc, et qui va remplir de lait ses tétins, pourra être à bon droit dit heureux. Il est chanceux, le bougre. Faisant d'un tétin de pucelle, tétin de femme entière et belle. Alors, petit hommage au corps féminin qui va donner lieu à toutes sortes de variations et notamment chez Marot lui-même à la production d'un contre-blason. Parce qu'après avoir inventé le blason, il va inventer la forme contraire qui passe par le blâme. Alors ça, c'était l'éloge d'une partie du corps. Et maintenant, il écrit son contraire, le contre-blason du lait tétin. C'est encore Marot et ça va être aussi porté en musique et c'est aussi délirant que le premier. Tétin qui n'a rien que la peau. Tétin flasque, tétin de drapeau. Grande tétine, longue tétasse. Tétin, dois-je dire, besace. C'est comme un sac tellement il est tombant. Tétin au grand vilain bout noir, comme celui d'un entonnoir. Tétin qui brinque-balle à tout coup, sans être ébranlé ni secou. Bien se peut vanter qui te tâte d'avoir mis la main à la pâte. Alors, quand on le touche, c'est comme de la pâte. Tétin grillé, tétin pendant, tétin flétri, tétin rendant, vilaine bourbe au lieu de lait. Alors, ce n'est pas du lait qui sort de là, c'est une espèce de boue. Le diable te fait bien silet, tétin pour tripe réputé, tétin ce cuidai-je emprunté ou dérobé en quelque sorte. Et je passe à la diapositive suivante, de quelques vieilles chèvres mortes, tétin propre pour en enfer nourrir l'enfant de Lucifer, tétin boyau long d'une gaule, tétasse à jeter sur l'épaule. Alors, c'est tellement tombant qu'on peut l'envoyer sur son épaule comme ça, pour faire, tout bien compasser, un chaperon du temps passé, où on peut s'en recouvrir comme d'un chaperon. Quand on te voit, il vient à main, une envie dans les mains de te prendre avec des gants doubles pour en donner 5 ou 6 couples de soufflets. Alors, on a envie de te gifler ça sur le nez de celle qui te cache sous son aisselle. Va, grand vilain tétin puant, tu fournirais bien en suant des civettes et de parfums pour faire 100 000 défunts. Tétin de laideur dépiteuse, tétin dont nature est honteuse, tétin des vilains le plus brave, tétin dont le bout toujours bave, tétin fait de poids et de glu. Brun, ma plume, n'en parlez plus. Laissez-le là, ventre Saint-Georges, vous me feriez rendre ma gorge. Alors, vous me donnez envie de vomir, juste à penser à ça. Alors, vous voyez un peu, encore une fois, l'esprit très gamin de Marot qui s'exprime à travers ça. Et ça aussi, ça va être toute une furie, là, une folie, les contre-blasons. On va se mettre à l'imiter tout aussitôt. Alors, il y a chez Marot un goût de la satire qui est évident, qui est flagrant ici. La captivité du roi en Espagne après la défaite de Pavie a été l'occasion pour la Sorbonne et le Parlement d'une première poussée de fièvre répressive à l'encontre des hérétiques, évangéliques et réformateurs. Et il se trouve que Marot est associé à ceux-là. Quand il sera libéré et qu'il ira rejoindre sa protectrice, il se retrouve entouré d'évangéliques, de réformateurs autour de Marguerite de Navarre
qui partagent les mêmes valeurs que lui, mais qui sont menacés donc par la Sorbonne qui emmène large du fait que le prince, le roi, est captif à Pavie. Il ne peut pas intervenir avec force pour défendre ses écrivains. Et Marguerite de Navarre n'a pas encore l'autorité qu'elle aura plus tard auprès de la Sorbonne et elle peine à le couvrir. C'est ainsi que Clément Marot va être enfermé à un moment donné, emprisonné, pour avoir, retenez-vous bien, mangé du lard en carême. Alors, il mangeait du porc, du bacon, mettons, pendant le carême. C'est une infraction provocatrice. Et Marot va être enfermé à la prison en 1526, enfermé à la prison du Châtelet à Paris pendant 2 mois. C'est quand même grave là, pour manger du bacon. Et cette brève expérience va inspirer un de ses poèmes allégoriques qui s'appelle « L'Enfer », où il raconte son séjour en prison, donc cette prison du Châtelet. Alors, il est l'auteur de plusieurs recueils. On en énumère quelques-uns au passage, dont Le Temple de Cupidon en 1514. Qui est une réécriture, adaptation, si on veut, du roman de la Rose, en plus bref, heureusement, parce que ça aurait pu s'étendre longuement. C'est les mêmes personnages qu'on retrouve, bel accueil, Cupidon, amour, donc la rose, tout y est, mais vraiment dans une forme épurée, simplifiée à l'excès, avec l'élégance, la simplicité du style de Marot, alors, qui n'a rien à voir avec la poésie de Jean Demeun ou Guillaume de Lorris. Vous avez l'adolescence clémentine qui reprend le Temple de Cupidon parce qu'un peu plus tard, en 1532, il va entreprendre de publier différentes pièces de sa jeunesse, dont le Temple de Cupidon, qu'il intègre à l'adolescence clémentine, qui est un recueil composite d'épîtres, de poèmes, de rondeaux, de chansons, de ballades, de toutes sortes de choses qu'il a expérimentées au cours des années. Et c'est son chef-d'œuvre, si on veut. Ça nous permet de mesurer toute l'étendue de son talent. Il fait toutes sortes de choses. Il a touché à toutes les formes et aussi à la traduction. Il traduit des textes. Il va publier à nouveau ses œuvres en 1539 et travailler vers la fin de sa vie à la traduction des 30 psaumes de David. Alors, c'est quelqu'un qui traduit les textes sacrés avec un petit penchant pour le parti huguenot, pour les réformés, tellement que ces psaumes vont être adoptés par les calvinistes et par les huguenots en général et devenir canoniques. C'est la référence. Les psaumes, dans la traduction de Clément Marot, vont être chantés pendant longtemps parce qu'il leur a donné vraiment un tour qui, au niveau idéologique, correspondait vraiment à l'esprit réformé. Alors, il s'est intéressé à des choses plus sérieuses, donc pas seulement à des poésies grivoises et joueuses. On parle souvent de l'élégant badinage de Clément Marot pour qualifier son style de familier conversationnel, mais en même temps très élégant. Dans ses psaumes, le style est beaucoup plus soutenu. On a affaire à un sujet qui appelle une gravité plus grande. Alors, il a été traducteur, Marot. On compte plusieurs traductions parmi ses œuvres, et notamment la première bucolique de Virgile, 2 livres des Métamorphoses d'Ovide, des sonnets de Pétrarque. C'est à lui qu'il emprunte justement l'idée du sonnet et qu'il adapte en français. Il a aussi traduit des colloques d'Érasme, mais surtout, une 50aine de psaumes, donc de l'Ancien Testament. Il va, à un moment donné, échapper à la Sorbonne en fuyant la France. Il fuit les persécutions. Il attend que les choses se calment. Il croit que c'est correct et revient comme ça à Lyon pour publier ses psaumes. Mais nouvelle condamnation de la Sorbonne. Marot va s'enfuir de nouveau, cette fois-ci pour se réfugier à Genève, où il a des amis chez les réformés. Alors, il est constamment en train de se débattre avec les autorités parce qu'il joue un peu les provocateurs. Du point de vue poétique, les psaumes sont vraiment son œuvre capitale, la plus soignée, vraiment la plus approfondie.
Marot va créer ou adapter des modèles de strophes différents, imposant des formes simples à la base qu'il tire de la poésie populaire médiévale, comme le quatrain à rime croisée, en l'enrichissant d'un lexique plus riche, plus sophistiqué. Dans cette traduction, donc, Marot va créer un lyrisme neuf, d'accent élevé, de style haut, que Ronsard, dans ses odes, va reprendre en prétendant en être l'inventeur, mais à tort. C'est vraiment chez Marot qu'on retrouve ça. J'avais un autre texte de Marot que je voulais partager avec vous. Oups, là, je fais n'importe quoi. Si je peux le retrouver, je vais arrêter le partage ici. Juste une question. Oui, allez-y. Je ne me rappelle plus. Quand vous parlez de la Sorbonne, c'est comme les clercs, hein, c'est l'université. Oui. C'est l'Église qui contrôle ça, c'est ça? Oui, bien, c'est la faculté de théologie, ni plus ni moins. Et c'est eux qui calent les shots, c'est eux qui frappent de censure les productions, c'est eux qui agissent au nom des autorités ecclésiastiques. Donc, ils dictent les lois, oui, la bien, valeur, c'est ça. la morale. C'est ça, puis qui font prononcer les excommunications et qui vont persécuter les uns et les autres. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ils s'érigent en autorité suprême. Là. Dans les faits, les autorités ecclésiastiques, il faut les chercher du côté de la papauté puis des grands princes de l'Église, là, mais la Sorbonne emmène large, là, puis s'arroge un pouvoir parfois un peu démesuré. Bon, ben, je ne retrouve pas le texte en question. C'était un sonnet. Je vais essayer de voir si je peux voir dans les textes récents ouverts sur Word. C'est un sonnet de Clément Marot à la duchesse de Ferrare. Je l'ai-tu ici? Non, je ne l'ai pas. Alors, ce n'est pas plus grave. Je vais le retrouver puis je vais le mettre sur Sway, pas Sway, mais sur Moodle plutôt. Et vous pourrez le lire à cette occasion, en même temps que le texte de Marguerite de Navarre que j'ai présenté aujourd'hui. Voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On a vu ça un peu rapidement, mais j'étais pressé d'en finir, tel que promis. On a la semaine prochaine, donc, cette dissertation à rendre. Et pour la préparer, je vais arrêter l'enregistrement maintenant et ouvrir une période de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Donc, pour cette dissertation à venir.